L'opération antiterroriste qui a permis d'abattre les deux éléments présumés terroristes s'est déroulée dans la zone montagneuse de Kasserine, près de la frontière de l'Algérie, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, sans ajouter d'autres détails. Les massifs montagneux de Kasserine restent un repère pour les groupes djihadistes affiliés à l'organisation État islamique et Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Cette opération intervient alors que le pays mobilise tous ses moyens pour limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus qui a fait depuis début mars 553 cas dont 19 décès. Depuis le 22 mars, un confinement général est mis en place et doit être en vigueur jusqu'au 19 avril. Le pays reste aussi sous état d'urgence depuis l'attentat suicide commis à Tunis contre la sécurité présidentielle où 12 agents ont été tués. C'était en novembre 2015. Le monarque a accordé sa grâce à 5654 détenus et ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des détenus dans les établissements pénitentiaires, a précisé le ministère dans un communiqué. Les prisonniers graciés ont été sélectionnés selon leur âge, leur état de santé, la durée de leur détention et leur bonne conduite selon le test. Leur libération se fera par étapes compte tenu des circonstances exceptionnelles associées à l'état d'urgence sanitaire et des précautions qui s'imposent. Le ministère ne précise pas si des détenus du Irak, mouvement de protestation ayant agité en 2016 et 2017 le Maroc, sont parmi les graciés. Le Maroc, qui a recensé dimanche 960 cas de contamination avec 66 décès et 69 guérisons, a pris des mesures drastiques en fermant ses frontières et en déclarant l'état d'urgence sanitaire mi-mars pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19. Dans ce pays de 35 millions d'habitants, connu pour ses prisons surpeuplées, des défenseurs des droits humains ont récemment appelé à libérer les prisonniers politiques ainsi que d'autres catégories de détenus prioritaires. L'administration pénitentiaire a pour sa part pris des mesures de protection pour son personnel, renforcé les mesures sanitaires, réduit les droits de visite et suspendu toutes les activités supposant des interventions extérieures. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, a appelé le 25 mars à la libération urgente de détenus à travers le monde pour éviter que la pandémie ne fasse des ravages dans ces lieux clos, souvent surpeuplés. Son appel a été suivi par plusieurs pays. Ils sont 1 million à avoir du tout quitté sous l'effet de la crise profonde qui agite le Sahel central depuis 8 ans. Les civils n'ont d'autre choix que de prendre la route pour se réfugier dans les villes avoisinantes ou pour passer la frontière si elle est proche. Ils vivent dans des camps de fortune dépendant des aides. L'eau est rare, les moyens sanitaires limités et la nourriture arrive par l'eau. Pour l'heure, aucun cas de Covid-19 n'a encore été déclaré officiellement parmi les déplacés au Sahel, mais la peur règne. On a peur d'être contaminé, à tel point que cela nous empêche de dormir nuit et jour. Je vis ici avec toute ma famille, et si l'un de nous attrapait cette maladie, ça va être une catastrophe. Malheureusement, on est ici parce qu'on n'a pas le choix, on reste assis et on imagine le pire, que l'un d'entre nous soit infecté. Dans des camps où s'agglutinent des centaines, voire des milliers de personnes, les humanitaires reconnaissent que faire appliquer les gestes barrières est un exercice compliqué. Le défi, c'est plus d'abord... C'est un défi de plus pour les déplacés parce qu'ils ne connaissent personne, ils n'ont rien, ils n'ont personne et ils dépendent tous de quelqu'un d'autre ou d'une aide extérieure. Dans les 3 camps de déplacés de la capitale malienne, ni casque ni gants disponibles, juste quelques kits de lavage des mains donnés par une association qui profite de la distribution pour sensibiliser aux gestes barrières. En fait, nous sommes venus ce matin à Sénou pour faire une campagne, pour ouvrir notre campagne de sensibilisation par rapport au coronavirus. Et donc, qui parle de campagne de sensibilisation qui concerne le coronavirus, parle également des kits qu'il faut utiliser. Donc c'est pour ça que nous avons amené ces kits sanitaires-là sur le camp de Sénou. D'abord à Sénou parce que nous gérons ici, ça fait déjà 1 an, ce serait plus facile de commencer par là où on a plus de confiance. Et donc, au Sahel, le Mali a déclaré 47 cas de contamination et 5 décès. Le Burkina 364 cas et 18 décès. Le Niger 253 cas et 10 décès.
Invité en plateau le 1er avril dernier sur la chaîne LCI, Jean-Paul Mira, chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Cochin, demandait à Camille Loch, directeur de la recherche de l'INSERM à Lille, si l'on ne devait pas faire l'étude autour du vaccin BCG contre le Covid-19 en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le sida ou chez les prostituées. Et aux chercheurs de lui répondre « Vous avez raison d'ailleurs. On est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique avec le même type d'approche. Ça n'empêche pas qu'on puisse réfléchir en parallèle à une étude en Europe et en Australie. » Depuis l'échange télévisé entre les deux scientifiques français, une vive polémique a éclaté en France et en Afrique. Ce lundi, c'est le patron de l'Organisation mondiale de la santé qui a fustigé des propos racistes et une mentalité coloniale. Au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève, ce dernier a déclaré que ce genre de propos racistes ne fait rien avancer. Ils vont contre l'esprit de solidarité. L'Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d'essai pour aucun vaccin, a-t-il lancé. Ces propos pour lesquels les deux mis en cause ont depuis présenté leurs excuses ont été condamnés par des associations et le ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne reflétait pas la position des autorités françaises. Lors de son point de presse quotidien, le président américain Donald Trump a affirmé ce mardi la suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé, dénonçant sa gestion de la pandémie du coronavirus et une attitude à ses yeux trop favorable à Pékin. Ils se sont trompés. Ils auraient pu avertir des mois plus tôt. Ils l'auraient su. Et ils auraient dû le savoir. Et ils le savaient probablement. Donc, nous allons examiner cela très attentivement et nous allons mettre un frein aux dépenses de l'OMS. Nous allons mettre un frein très puissant à ces dépenses et nous allons voir. C'est une bonne chose si ça marche, mais ils disent toujours que c'est mauvais, ce n'est pas bon. Cependant, quelques minutes plus tard, il a fait machine arrière dans une certaine confusion en affirmant qu'il souhaitait seulement étudier cette possibilité. Près de 2000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes aux États-Unis au cours des dernières 24 heures selon le comptage ce mardi à 20h30 local de l'université Johns Hopkins. Il s'agit du pire bilan journalier dans le monde depuis le début de la pandémie. Cette progression record de 1939 exactement porte à 12 722 le nombre total de décès recensés. La première puissance mondiale se rapproche ainsi des deux pays les plus endeuillés jusqu'ici, l'Italie avec 17 127 morts et l'Espagne 13 798. Selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce mardi à 19h GMT, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 80 124 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus d'1 397 180 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 192 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Moussa Faki Mahamat s'est dit surpris d'apprendre que le gouvernement américain mène une campagne contre les dirigeants de l'Organisation mondiale de la santé. Sur son compte Twitter, le président de la Commission de l'Union africaine a ajouté que l'institution africaine soutenait pleinement le directeur général de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il estime que l'attention devrait rester sur le fait de combattre collectivement le Covid-19 en tant que communauté mondiale unie, ajoutant que le temps de rendre des comptes viendra plus tard.
Ce message était une réponse à celui du président américain Donald Trump qui s'était emporté contre l'OMS, jugé trop proche à ses yeux de Pékin, ce mardi lors de son point de presse quotidien depuis la Maison-Blanche. Le message de Moussa Faki Mahamat a été approuvé sur Twitter par les présidents rwandais Paul Kagame et namibien Hage Geingob qui ont eux aussi pris la défense de l'OMS et appelé à plus de solidarité. Le président Kagame s'est dit en accord complet avec le tweet du président de la Commission de l'Union africaine qu'il a relayé. Est-ce le docteur Tedros, l'OMS, la Chine qui sont attaqués ou eux tous ensemble? C'est interrogé le dirigeant rwandais qui invite à consacrer plus d'énergie à la lutte contre la pandémie et épargner l'Afrique du trop-plein de politique dont il n'a pas besoin. Aux États-Unis, jusqu'ici, les statistiques sont publiées de manière disparate selon les États et les villes, ce qui ne permet pas de comprendre si une inégalité spécifique au Covid-19 est à l'œuvre, ou encore si la disproportion ne fait que refléter les inégalités socio-économiques et d'accès aux soins qui affectent historiquement les Noirs dans ce pays. L'État de New York, plus gros foyer américain de l'épidémie, ne publie pas de statistiques, mais d'autres juridictions ont choisi de publier des chiffres qui sont alarmants. Dans l'Illinois, les Noirs représentent 14% de la population, mais 42% des décès de l'épidémie. À Chicago, c'est 112% des morts, alors qu'ils représentent moins d'un tiers des habitants. Des disparités à couper le souffle. À Washington, 13 des 22 morts étaient noirs. Nous savons que les Afro-Américains ont moins de chances d'être testés, moins de chances d'être admis à l'hôpital, moins de ressources disponibles à grande échelle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, lorsque vous avez une pénurie de tests disponibles, alors ces populations ciblées vont encore plus risquer d'être privées du même accès aux soins que tout le monde. Lorsque vous avez un système qui ne soigne pas ces personnes de statut social et économique plus bas et ces minorités, elles ne sont pas testées, elles sont renvoyées chez elles au sein de leur communauté. Et ces travailleurs qui sont maintenant infectés vont dans les supermarchés. Et lorsque les couches supérieures de l'Amérique iront faire leurs courses, elles seront elles aussi infectées. En pleine épidémie, il manque encore des études rigoureuses et de dimension nationale. Mais il est avéré que les quartiers pauvres et noirs ont moins de médecins et des hôpitaux de moindre qualité.